Je suis psychologue clinicienne et depuis 15 ans, je travaille dans le monde humanitaire. Donc j'ai vécu dans plein des contextes des conflits ou post-conflits, que ce soit la Sierra Leone, le Libéria, Centrafrique, RDC. J'ai à peu près fait tous les pays de la zone Afrique de l'Ouest et centrale en situation de conflit. Je suis actuellement référente en santé mentale pour les projets sur la zone Afrique centrale d'action contre la faim. Et depuis quelques années, je m'intéresse à la question de transmission du traumatisme. C'est vrai qu'on est dans des situations où les femmes sont affectées par et sont exposées à plusieurs traumatismes dus à la guerre. Et on sait, parce que la littérature nous montre ça, que ces traumatismes ne se limitent pas à la conséquence sur les personnes qui l'ont vécu, mais aussi peut se transmettre aux générations suivantes. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent sortir de la littérature sur les conflits historiques comme la Shoah, par exemple, ou même pour les 11 septembre ou la guerre du Vietnam. Et on voit comment les générations suivantes ils présentent des séquelles, ces traumatismes qu'ils ont vécu les parents ou même les grands-parents. Mais il y a aussi des recherches plus récentes qui ont la tendance à montrer que cette transmission est directe, que ça s'opère vraiment de façon directe entre les parents et principalement la mère et les bébés. Qu'est-ce qui se passe donc? Comment c'est possible qu'un bébé soit traumatisé s'il n'a pas été exposé directement à la guerre, ou même s'il a été exposé directement à la guerre, mais qu'est-ce que ça signifie pour un bébé? Donc on parle vraiment des petits bébés, on parle à 0-2 ans. Qu'est-ce que ça signifie être bébé, être exposé à la guerre? Donc clairement, un bébé, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est une guerre. Il ne va pas comprendre les conflits, les différentes factions, et même tous les actes de violence. Il ne verra pas peut-être, au moins que ce sont des violences physiques sur lui, il n'aura pas la notion de ce qui se passe, des déplacements, la difficulté des parents. Mais il peut être dans un état de détresse, et cette détresse est due au fait que les bébés, il ne peut pas exister tout seul. Ça, c'est Winnicott qui nous apprend ça. Donc, les bébés est forcément en relation avec quelqu'un qui s'occupe de lui. Donc, sans quelqu'un qui s'occupe de lui, c'est un donneur de soins, en particulier la mère, notamment quand il est petit, pour tout ce qui est l'allaitement aussi. Il peut être un péril, et même un péril, sa vie peut être un réel risque. Ça se passe quand la mère, par exemple, dans un contexte de guerre, elle a des difficultés à allaiter son petit bébé. Elle a un bébé de 2-3 mois, donc il y a les déplacements forcés, donc elle n'a plus le temps pour s'occuper de ses bébés, donc de l'allaiter, comme on dit, à la demande. Et donc les bébés, petit à petit, commencent à se détacher de sa mère et ne plus demander ses laits. Donc ça met en place un mécanisme pour lequel la mère n'arrive même plus à produire du lait. Ça aussi parce que le stress peut empêcher à la mère de produire du lait. Donc les bébés sont vraiment à risque de survie. Donc il y a ces problèmes physiques, production de lait, impossibilité de la mère de les produire et s'occuper de ses bébés, mais aussi tout ce qui est l'indisponibilité psychique de la mère qui ne peut pas donner les soins, qui ne peut pas répondre à son bébé, qui est constamment dans un état où elle est prise de réviviscence, prise dans des moments de souffrance, de la dépression sévère. Donc comment elle peut s'occuper de ses bébés? Et c'est dans ces cadres-là que j'ai décidé de mener une recherche dans une situation de conflit pour essayer d'identifier ces éléments qui sont importants sur la transmission directe de ces traumatismes entre la mère et les bébés et pour trouver aussi des dispositifs de soins à mettre en place dans ce type de contexte. J'ai décidé d'observer, il y a différents courants qui expliquent cette transmission, mais j'ai décidé de me centrer sur tout ce qui est lié aux interactions mère-bébé, donc comment les interactions mère-bébé sont affectées quand la mère est traumatisée, mais aussi tout ce qui est les représentations maternelles, donc comment la mère se représente ses bébés, comment investit ses bébés dans un contexte de conflit. Et qu'est-ce que ça a comme impact, cela, sur les bébés. Donc, le contexte que j'ai choisi, c'est un contexte qui m'est familier parce que je travaille depuis des années sur la crise centrafricaine, démarrée en 2013, la dernière démarrée en 2013. Donc, la recherche a été menée en Centrafrique, mais aussi dans les pays limitrophes au Tchad, au Cameroun. L'idée, c'était aussi de voir comment les traumatismes de la migration s'ajoutaient aux traumatismes vécus dans leur pays même.
Donc en Centrafrique, les mères et les bébés rencontrés, c'était plutôt dans des camps de déplacés, dans des sites de déplacés, et au Tchad, au Cameroun, dans des camps de réfugiés. L'idée, c'était de rencontrer des mères et des bébés dont la mère était exposée à un événement traumatique. Ça pouvait être les décès des membres chers de la famille, des déplacements, des violences subies. Il y avait plusieurs traumatismes qu'ils ont subis, pas seulement un traumatisme, mais les bébés n'étaient pas présents. Ça veut dire qu'il n'était pas né, donc la mère était enceinte. Donc qu'est-ce que ça veut dire être femme enceinte, vivre un traumatisme comme ça et accueillir un nouveau bébé? Ou même si les bébés étaient nés, il n'était pas présent au moment de l'exposition traumatique. Et ça, c'était pour essayer de comprendre, le bébé n'était pas exposé, donc qu'est-ce qui en reste de cette exposition traumatique? Avec une analyse de tout ce qui est les interactions et les représentations maternelles à travers l'analyse de ce qui est raconté pendant l'entretien. C'était un entretien filmé parce que les interactions mère-bébé ont été analysées ensuite à travers la vidéo, parce que quand on parle avec la maman, on est vite absorbé par les récits, qui est assez parfois choquant. Donc on n'est pas en capacité en même temps d'observer ce qui se passe au niveau relationnel entre la mère et le bébé. Et pendant cet entretien, on posait différentes questions qui pouvaient aller de la relation avec les bébés, les représentations autour de ces bébés, comment s'était passée la grossesse, les rôles du père dans la famille, mais aussi il y avait un moment où on demandait à la mère de réévoquer un événement traumatique, en sachant qu'on n'a pas exposé ces mères pour la première fois à cette narration, parce que c'était toutes des mères qui étaient dans les programmes psychosociaux d'action contre la faim, et que c'était fait en présence du soignant qui s'occupait de l'aspect psychique de la mère. Donc même s'il y avait des choses qui étaient réévoquées ou qu'on trouvait des petites blessures, il y avait quelqu'un qui pouvait s'occuper de la mère. Qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à l'analyse, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'effectivement, pendant ces moments de narration traumatique, les interactions de la mère et les bébés changent. Pas peut-être visiblement, mais ce qu'on a fait, c'était vraiment une micro-analyse. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé comment elles se regardent, comment elles se touchent, qu'est-ce qui se passe entre maman et bébé. Et on voit que la mère a un regard absent. Au moment de la révocation traumatique, on voit vraiment que c'était comme si c'était absorbé complètement par son récit. C'était presque, elle revit ces moments traumatiques, regard absent. Et là, on a un bébé qui n'arrête pas de solliciter sa maman avec des cris, avec des touchés, avec la demande d'être allaitée, et que la mère ne répond pas à ça. Ou si elle répond assez tardivement. Tardivement, ça peut être question d'une minute ou deux, mais pour un bébé, c'est très important. Un bébé qui crie et qui pleure, on le laisse seul dans ses chaos sensoriels, il est perdu et c'est ça qui est traumatique pour les bébés. Et donc, on se rend vraiment compte qu'il y a cette difficulté pour les mamans qui sont exposées à cet événement traumatique, à la narration, à trouver cet accordage affectif, comme le disait Stern, donc à être vraiment en synchronie avec son bébé, à identifier les signes de détresse du bébé, parce que le bébé criait. Il y a eu des fois où moi, je n'ai même pas entendu que la mère était en train de me raconter que son frère était décédé et était tué devant ses yeux parce que les bébés criaient tellement fort que moi, j'étais absorbée par la détresse du bébé. J'ai vu tout ça après. Je l'ai vu dans la vidéo. Mais la mère était prise dans son récit, prise dans ses souvenirs, au point que même les cris du bébé n'étaient pas consolés. Si, ça a été fait sur un deuxième moment. Ça a été fait sous l'espace où les traducteurs me traduisaient les récits de la mère. Donc, au niveau interaction, on se rend compte de ça. On peut imaginer que les mères, ils vivent ces moments de détachement, où ils réévoquent ces événements traumatiques plein de fois pendant la journée. C'est pas juste quand nous on pose la question. Il y a sûrement plein de moments, c'est une hypothèse, mais il y a sûrement plein de moments où ils vont avec la tête à repenser à ces événements traumatiques, en sachant qu'en Centrafrique, quand j'ai fait les entretiens, mais aujourd'hui toujours, la guerre n'est pas finie, donc ils sont toujours exposés, ça suffit de les raconter, qu'une moto passe, il y a des sursauts, donc vite, on peut retourner au moment traumatique vécu. Et donc le bébé est tout le temps exposé à ces moments où la mère est absente. Donc comment elle peut s'occuper de ses bébés, comment répondre à ces sollicitations. Et il y a aussi toute une partie sur l'analyse du discours qui s'avère importante parce que on connaît l'importance du silence. Dans la Shoah, par exemple, la transmission du traumatisme s'est faite beaucoup à travers les silences, à travers tout ce qui n'est pas raconté. Que c'est assez naturel. Les parents, les grands-parents, ils n'ont pas envie de raconter à leur génération future ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment quelque chose d'inarrable, quelque chose de très intime. Et donc, c'est pas narré, mais ça ne veut pas dire les protéger. C'est fait dans un but
des protections pour soi-même, mais aussi protection pour les bébés, pour les enfants. Des faits, ça ne protège pas de la transmission du traumatisme, ce silence. Mais en même temps, même raconter l'histoire familiale, ça dépend de comment on s'est fait et à quel moment on s'est fait, ça peut être vraiment très agressif, très violent à recevoir. Et on voit, il y avait une question directe, est-ce que vous pensez un jour de parler de ce que vous avez vécu à votre enfant? Il y a vraiment une partie des mères qui répondait non, jamais, je ne veux pas. Avec cette idée de protection, je ne veux pas que mes enfants ils puissent savoir ce que nous, on a vécu, mais aussi je ne veux pas qu'ils se répètent, que l'histoire se répète, qu'ils puissent reproduire les mêmes choses. Je ne veux pas qu'ils soient violents comme les camarades, comme les autres amis. Ou sinon, oui, je veux raconter cette histoire parce qu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'a vécu la famille, savoir qu'ils s'inscrivent dans une histoire des souffrances. Mais il y avait une maman qui m'a beaucoup émue parce qu'on était au Cameroun et son discours c'était « Je veux lui raconter comment lui, il a eu de la chance ». Comment il a eu de la chance à naître dans un camp de réfugiés et de ne pas être encore en Centrafrique. Donc la chance est relative. Moi, j'ai beaucoup appris qu'on pouvait avoir de la chance d'avoir la possibilité de naître dans un camp de réfugiés. Et aussi tout ce qui est représentation maternelle du bébé, ces mamans, elles considèrent les bébés, ces bébés-là, ils ont d'autres bébés, mais ce bébé-là est spécial, est différent. Ils le disent spontanément, même pas forcément suite à une question. C'est un bébé différent des autres. Et c'est un bébé souvent chargé d'un mandat transgénérationnel très important. Il y a des bébés qui s'appellent Moïse, avec l'idée de « il va nous libérer ». Il y a des bébés qui portent un prénom dont la signification est « tu seras fort dans les combats ». Donc ça s'inscrit vraiment dans une dimension guerre ou conséquence de la guerre, chargée d'une signification importante. Il y a des bébés qui s'appellent souffrance, avec l'explication, comme ça, il va toujours se rappeler qu'il est né dans la souffrance. Donc c'est clair que s'appeler souffrance, ça porte quand même... c'est difficile, s'appeler souffrance. Il y en a d'autres qui ont été sauvés par ça. La nomination est faite souvent par les pères et c'est la mère qui a protégé les bébés de cette nomination un peu douloureuse, souffrance. Il n'y a pas que ça, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour raconter tous les détails, mais il n'y a pas juste une transmission qui est inévitable. Il y a quand même des éléments qui nous ont montré qu'il y a des stratégies pour sortir de cette transmission. Et c'est ça qui nous donne confiance, qui donne espoir, sous proposer aussi des soins. Ils ne vont pas rester dans cette transmission. Il y a des stratégies d'autorégulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que la maman raconte ce qu'elle a vécu, elle est absente, elle est complètement prise par son histoire. Les bébés, ils cherchent initialement la maman, désespérément, et quand la maman ne répond pas, il sait comment s'autoconsoler. Il peut s'autoconsoler en tétant, en prenant les seins de la maman, mais aussi en se concentrant sur son corps, avec des gestes d'autostimulation. Il ne faut juste pas les laisser trop dans ces gestes d'autostimulation trop longtemps. Mais sur un premier temps, il est capable de s'autoconsoler, de s'apaiser. Et après, c'est des bébés qui, dans la narration de la mère, c'est des bébés très compétents. Regardez cette photo. La maman était triste, il a le bébé qui s'y retourne et il caresse sa maman. C'est impressionnant. C'était vraiment dans la narration et à un moment, la maman était en larmes, le bébé, il était face à moi, et il se retourne, il fait une caresse à sa maman. Donc, c'est des bébés, les mères le disent, ils se rendent compte si on est triste. Ça, c'est important parce que ça veut dire que s'ils ont la perception que les enfants se rendent compte quand ils sont tristes, ils vont tout faire pour ne pas être tristes devant leur bébé. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, il faudra toujours proposer des soins pour soigner la détresse, le traumatisme de la mère, mais ça veut dire qu'elles vont être dans une situation ou dans une stratégie de protection de leur bébé. Donc ils ont ces compétences, les bébés, mais aussi les mamans, de protéger leur bébé, aussi choisir entre le silence et le dévoilement de l'histoire traumatique, à quel moment le faire. Je le dirai seulement quand il sera grand, quand il sera capable d'entendre. Donc ils ont déjà cette vision de comment je peux protéger mon bébé dans ces transmissions traumatiques. Et tous ces éléments-là, et l'expérience qu'on a depuis des années dans des camps de réfugiés ou dans des sites déplacés aussi, ils nous laissent proposer des soins, ou quand même des pistes pour des soins à partir déjà de la femme enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire être femme enceinte dans un contexte de guerre? C'est très compliqué. Pensons aussi qu'est-ce que ça veut dire être primipare, donc avoir les premiers enfants dans un contexte de guerre, quand peut-être
tous les points de référence traditionnels, que ce soit ma mère, ma belle-mère sont décédées, donc j'ai plus personne, j'ai migré, j'ai pas mon soutien traditionnel. Comment je suis mère pour la première fois, comment je peux accueillir cet enfant si j'ai été violée, comment je peux accueillir cet enfant si il y en a beaucoup des mères qui ont perdu leur enfant. Donc cette nouvelle grossesse, comment on peut réactiver un traumatisme d'une grossesse ou d'un enfant décédé pendant les déplacements ou pendant la guerre. Donc vraiment le soutien aux femmes enceintes pour qu'elles puissent accueillir ces bébés, les supporter dans la nomination du bébé en sachant qu'il sera chargé d'une histoire importante. Des programmes de soutien à la parentalité, notamment parce que souvent, dans les guerres, les mères, ils n'ont plus de soutien. Ils n'ont plus de soutien. Les proches ont été tués, les voisins aussi. Parfois, les voisins ils sont devenus les ennemis, donc on ne peut plus s'appuyer sur ses voisins. Le mari est parti, il est en guerre, il est décédé. Donc, comment on soutient à la parentalité une mère qui a perdu ses repères. Comment on prévient aussi tout ce qui est traitement de la dépression autour de la périnatalité. Parce qu'on a vu, déprimer, ça veut dire je suis pas là sur le moment présent pour mon bébé. Comment je peux être présente pour moi-même et aussi pour les bébés. Soutenir la narration traumatique, savoir comment on les fait, comment on inscrit ces bébés dans une histoire collective et familiale de la bonne façon. Donc renforcer tout ce qui est les interactions. On a vu, je n'ai pas le temps de raconter, mais ce qu'on voit aussi, c'est au niveau traditionnel, on sait dans ce type de contexte, tout ce qui est beaucoup investi comme interaction, c'est plutôt l'interaction tactile. Tandis que chez nous, ça peut être plutôt visuel, ou les deux. Mais par exemple, tout ce qui est tactile, ça s'est perdu. Ça se perd et donc les interactions deviennent un peu plus distales. Le bébé est plus loin de moi, il n'est pas bien contenu. Ça se voit beaucoup, mais ça se voit, et je l'écris, le réinvestissement du corps et de la dimension corporelle, parce que même le corps de la maman a vécu, il y a des séquelles de ces traumatismes, que ce soit sur son corps, mais il y en a aussi qui disent « j'ai marché sur des corps, j'ai marché sur des morceaux de corps ». Donc tout ce qui est corps, tout ce qui est dimension corporelle et tactile est très important. Et oui, bien sûr, il y a un effet aussi, il y a une importance aussi sur ce que je transmets avec mon bébé. J'arrive plus à voir cette dimension tactile avec mon bébé. Donc comment j'ai réinvesti mon corps, mon propre corps, la dimension corporelle, et comment j'ai reconstruit tout ce qui est interaction multimodale et notamment tactile, tout ce qui est référencement des pratiques culturelles. Et je l'ai dit, en particulier pour toutes les femmes qui migrent ici en France, mais aussi au sein du même continent. Quand j'ai vu les mamans du Tchad et au Cameroun, certes, c'est des mamans centrafricaines, mais il y a plein de choses qu'ils ont perdues. L'effet, par exemple, de ne pas pouvoir faire les rites, tous les rites traditionnels pour accueillir un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, ça a été dit, je me demande qu'est-ce qu'il sera de ces bébés, comment il sera protégé. Je n'ai pas pu faire la fête qu'il fallait faire, je n'ai pas la layette qu'il fallait faire. Donc, comment je peux l'inscrire dans ce monde quand je n'ai pas pu l'accueillir comme il fallait? Donc vraiment, comment on renforce tout ce qui est les pratiques culturelles, comment on ne les oublie pas, et donc comment aussi on renforce tout ce qui est les liens et les ressources traditionnelles qui peuvent s'être un peu perdues à cause du conflit, des déplacements et des conditions de vie dégradées. Et c'est tout. Merci.